Bienvenue dans ce 8e numéro d'Autoplay. Dans ce numéro, qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, on a les concerts. Ensuite, on a les sorties CD et les téléchargements. Ensuite, donc, on a un dossier sur CD Player, qui est en fait une compilation qui a été faite à l'époque par Player One. On a bien sûr le Retroplay, la bonus track et les clips à venir dans la rotation de No Life. À l'occasion de la sortie de Dragon Quest Brass Quintet 3 au Japon, aura lieu tout un tas de concerts événementiels durant le mois d'août. Alors le truc, c'est cool déjà la musique de Dragon Quest, mais là ce qu'il est encore plus, c'est que le chef d'orchestre sera Sugiyama Koichi, compositeur des musiques de Dragon Quest lui-même, et donc faut pas louper ça, enfin si on est au Japon, parce qu'en France on va le louper. Et pour rappel, aura lieu le 12 septembre en Allemagne, à Cologne, plus précisément, le Symphonic Fantasies. Alors on en avait déjà parlé dans Autoplay avant, parce que c'est un concert réunissant les musiques de Squaresoft, avec les musiques de Final Fantasy, Kingdom Hearts, la série des Mana, Chrono Trigger et bien d'autres. Et en fait, c'est que ce concert est vraiment pas cher, puisque les places sont entre 6 et 30 €, et il en reste quelques-unes. Donc si vous avez prévu d'aller en Allemagne au mois de septembre, allez au Symphonic Fantasies. On commence tout de suite les sorties CD avec l'OST officiel de Ridge Racer 6 qui aura mis plus de 3 ans à sortir entre la sortie du jeu et la sortie de l'OST officiel. Donc comme c'est un jeu Namco, on retrouve les plus grands compositeurs de l'éditeur, comme le studio Super Sweep ou encore Sanodeji, que les téléspectateurs de No Life connaissent bien, puisqu'il a composé le thème de Tokyo Café, quand même. Ensuite, alors oui, donc c'est la musique électro typique de Ridge Racer, enfin bon, je veux dire, ça c'est pour les fans qui connaissent bien Ridge Racer et ils seront aux anges. Mais aussi on retrouve des sonorités un peu plus rétro, avec des thèmes pas reprises, mais avec des sons de Pac-Man ou de Galaxian. Et ça c'est plutôt cool. Alors si toi, jeune, tu es fan de Ridge Racer et que tu es fan de musique rétro, il te faut ce CD. Surtout si t'as attendu 3 ans. On continue avec Chrono Trigger Orchestra Extra Soundtrack, qui est en fait un CD 2 titres qui était donné à ceux qui avaient réservé Chrono Trigger dans certains magasins. Alors ce CD, on retrouve donc l'œuvre de Mitsuda, qui a recomposé pour l'occasion, enfin pas recomposé mais réorchestré pour l'occasion, avec un vrai orchestre, le thème de Chrono Trigger, mais aussi un petit medley bien sympathique des meilleurs thèmes du même jeu. Et donc, fallait être un fan hardcore otaku et le savoir parce que c'était pas dit partout que ce CD était disponible. Et il y en a qui l'ont gagné juste au jeu du bip. On continue avec l'OST officiel de Street Fighter 4, qui aurait mieux fait peut-être de s'appeler Street Fighter 2-2. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les musiques de Street Fighter 4, ce sont les remakes des musiques de Street Fighter 2. Donc le thème de Ryu reste le thème de Ryu, le thème de Ken reste le thème de Ken, le thème de Guile reste le thème de Guile, le thème de Zangief reste le thème de Zangief. Donc ça fait vraiment Street Fighter 2, donc on sait de toute façon que Street Fighter 4, ça peut être marrant comme jeu aussi ça, que Street Fighter 4 cherche à draguer les joueurs de Street Fighter 2, et donc en fait là c'est Fukusawa Hideyuki qui a recomposé les musiques du jeu, qu'on connaît par son petit nom H-Chef, et donc il avait fait les musiques de Chaos Legend, de Mimusha 2 et quelques autres titres comme ça, même succès on peut dire de Capcom, et là il s'attaque à Street Fighter 4, et autant dire que c'est un gros morceau. On commence tout de suite la rubrique des téléchargements. Et le premier téléchargement, c'est World of Goo, en téléchargement gratuit et légal sur le site de Cal Gabler, un des fondateurs du studio 2D, donc 2D Studio en anglais. Alors sur le site on trouve forcément les musiques puisque c'est ça qui nous intéresse, mais aussi quelques petites annotations de notre ami Kyle qui explique comment il a composé et tout, enfin des petites notes assez sympathiques qui nous permettent de nous replonger dans l'ambiance de ce jeu de puzzle game. Ça se dit pas jeu de puzzle game. Dans ce puzzle game fort sympathique ma foi, surtout que je crois que 2D Boy va pas très bien en ce moment.
Alors le deuxième, téléchargement. Ce sont les musiques de Super Street Fighter 2 HD Remix qui en fait, faut le savoir, sont des musiques qui ont été empruntées au site communautaire Overclocked Remix. Donc c'est un site en fait où il y a beaucoup de remix de musique de jeu. Et là, en fait, Capcom a demandé aux personnalités de ce site de créer des musiques remix pour leur HD Remix. Ça fait beaucoup de remix dans la même phrase, mais c'est comme ça. Et donc, on les retrouve logiquement sur Overclocked et on peut les télécharger et les écouter et s'en donner à cœur joie. Ah, c'est un appel à l'aide. Player One, on a besoin de toi. On est dans un tourniquet. Il hurle comme 1000 frelons sur un champ de bataille. Vous êtes sûrement nombreux à vous souvenir de la compile Player One sortie en 1994. C'était un CD réalisé sous l'impulsion de Matt Murdock, alors journaliste dans le magazine Player One. Ce CD permettait notamment de retrouver de nombreuses musiques de jeux réorchestrées en version rock, une initiative rare, voire unique à l'époque. Oui, en fait, le CD Player, c'était un magazine supplément de Player One. C'était pas vraiment dans Player One, en fait. C'était un magazine consacré à la musique et aux jeux vidéo, avec un CD audio qui reprenait à la fois des musiques de jeux vidéo emblématiques, on va dire, françaises ou japonaises, ou, etc., ou américaines. Et aussi, nous, on avait fait des reprises avec mon groupe, qui s'appelait Mad Murdock. On avait fait des reprises de musique de jeux vidéo, au départ pour Antenne 2, et du coup on avait mis ces reprises sur ce CD. Et c'était sorti en kiosque, et d'ailleurs ça avait pas mal marché. Je crois que les patrons de Player One étaient assez contents de l'opération. On était une petite bande, avec Cyril Drevet notamment, Pierre Valls aussi qui était l'acteur en chef de Player, avec Ness et tout ça. On avait envie de faire de la télé, et en fait on avait eu une opportunité avec Patrice Drevet, de lancer une émission sur l'étrange jeunesse à l'époque sur Antenne 2. Même moment que Dorothée, donc c'est pas simple, puisqu'ils avaient les meilleures séries japonaises. Et nous on avait, en grosse série, on avait surtout Tiny Toon, donc on n'avait pas grand chose. L'émission était construite autour des jeux vidéo. Donc on avait fait un habillage à base des jeux vidéo de l'époque, et moi j'avais fait l'habillage musical en fait. Donc le générique par exemple c'était Street Fighter, qu'on jouait nous-mêmes, donc c'était plutôt métal, et ça fonctionnait super bien. Après on a fait Mario, on a commencé à faire beaucoup de reprises. Bon, c'est vrai que moi nous on jouait nos chansons, et on s'est pris au jeu à faire ces reprises de jeux vidéo, on s'éclatait comme des malades. Et puis ça marchait bien, les gamins, nous on était dans les émissions jeunesse, ça marchait super bien, ils adoraient ça. Et c'est comme ça après, de fil en aiguille, qu'on en est venu à faire CD Player. Le déclic, il était naturel. Moi j'ai toujours été dans la musique, enfin j'ai commencé en faisant de la musique, voilà. Et le jeu vidéo est venu après, mais j'ai toujours mélangé les deux. J'ai toujours cherché à savoir qui était le compositeur derrière telle musique, essayer de trouver des ponts entre la musique et le jeu vidéo. C'est toujours été quelque chose que j'ai toujours poussé tout le temps, même si c'est pas toujours facile, notamment en France, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était inhabituel. Aujourd'hui, on en regarde surtout chez les Américains, il y a des centaines de groupes, des milliers même, qui font aujourd'hui des reprises, même dans la musique électronique, avec tous ces mélanges, musique, jeux vidéo, de retravailler les vieux sons et tout ça. Enfin, moi je trouvais ça limiter un CD avec OST de jeu, c'est bien, mais voilà, moi je voulais aller plus loin. En fait, ce que je voulais, c'est qu'il y ait la chanson Player One, donc le thème du journal avec le jeu vidéo dedans, donc avec des paroles en français. Donc vraiment aller plus loin que juste mettre des musiques. Et c'est souvent l'éditeur qui dit bon ben moi j'ai ça, etc. Donc là on avait fait nous notre tracklist avec des reprises à nous, des titres de jeux qu'on aimait, etc. On avait fait les demandes par rapport à vraiment ce qu'on avait envie. Il y avait un côté créatif et artistique. Hello, adepte de la vidéo.
J'ai des doutes sur ce tempo. J'installe la frousse sur la ville, tel un pitbull qui te boit et qui te bousille. Au cosme barbare où le soleil ne lui parle pas, que de me faire tuer Player One, aide-moi. Voilà, on a contacté les éditeurs. À l'époque, c'était un peu à l'arrache, donc je crois que c'est moi qui ai tout fait dans le magazine. J'avais écrit des articles, trouvé les musiques, elle avait fait la musique pour nos morceaux. Et c'est vrai que bon, il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre. Par exemple, Street Fighter, on n'a jamais eu la réponse, alors que c'était le morceau emblématique de Télévisateur 2. Ça dépendait un peu comment travaillaient les éditeurs, quoi. C'est aussi l'occasion de demander à Matt, bien renseigné sur le sujet, quels conseils il pouvait donner pour les gens qui souhaiteraient faire de la musique de jeux vidéo. Pour les gens qui veulent faire de la musique de jeu en France, enfin composer spécifiquement pour des jeux vidéo, c'est assez compliqué. Bon, j'ai essayé, moi c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, je suis là-dedans. J'ai essayé il y a quelques années avec ma société Game Production de mettre un peu le nez dedans, parce qu'en voyant quand même tous ces trucs Activision, Electronic Arts qui ont des directeurs artistiques musicaux, qui ont des départements spécifiquement dédiés à la musique, aujourd'hui ne serait-ce qu'Activision avec Guitar Hero, etc. La musique est très très importante. Ils font travailler des nouveaux groupes, ils font travailler des nouveaux artistes, ils poussent les artistes aussi. Donc bon, ça m'énervait quand même. Je me disais, en France, on a un potentiel, on a des artistes qui commencent à tourner un peu en Europe, on a des artistes en développement qui nous demandent, nous aussi, nous appellent, ils font mais comment on fait pour faire des musiques? Et donc j'ai essayé un peu de mettre le nez dans le truc en me disant, bon, il y a le potentiel des artistes. J'avais travaillé sur un track listing pour notamment Trackmania, le jeu fabuleux français de Nadeo. Bon, un jeu de voiture, donc pourquoi on ne peut pas faire comme font Electronic Arts, où il y a des grosses têtes d'affiche, et il y a aussi des groupes en développement qui seront contents, quoi. Enfin, où on peut trouver un track listing intéressant. Bon, et puis c'est énormément compliqué. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il y en aurait pour des heures, mais en fait, le problème vient en grande partie parce qu'il y a le droit anglo-saxon qui n'est pas le même que le droit français. C'est-à-dire que le droit français met l'auteur vraiment au centre de l'œuvre. Et c'est un problème, je crois qu'Ubisoft a eu des problèmes, d'autres personnes ont eu des problèmes par rapport à ça. Et donc les gens maintenant préfèrent travailler avec des étrangers parce que même si ils payent une certaine somme forfaitaire, comme ça se fait dans le jeu vidéo, à un artiste, même si derrière il y aura des points, l'artiste peut toujours se retourner contre l'éditeur en se mettant avec une société de droit. Donc il y a un problème qui est difficilement résolvable et qui fait que les artistes français, à part en passant par des majors, il y a des choses qui se font, peuvent s'asseoir sur le fait de composer des musiques de jeu. Après, il y a des choses qui peuvent se faire. Sur Guitar Hero, il y a Superbus, etc. Mais il y a aussi des accords. Il faut voir que Universal, c'est Vivendi. Vivendi, c'est Activision. Bon, là, c'est pas dans le cas, c'est pas de cette manière dont travaille Activision. Mais malgré tout, quand on est sur une major, c'est plus simple. Pour un artiste indépendant, personne ne prendra le risque de se faire attaquer derrière. Je sais que moi j'ai commencé à la fin de Canal+ Multimédia, puisque j'étais à Canal+, j'ai commencé à travailler sur les musiques de leurs jeux vidéo. J'ai d'ailleurs fait Rushdown. C'était un jeu de glisse réalisé en France. Et on a réussi à avoir Silmarils avec un titre inédit. Donc ils étaient entre deux albums, ils ont fait le titre Rushdown. On avait d'autres trucs comme Ready to Made, etc. Enfin, on avait plein de trucs bien. Le bassiste d'FFF qui avait fait des titres. Et donc on avait réussi, mais c'est dans le cadre de Canal+, c'est dans le cadre de gros accords. Je pense que le mieux c'est de passer par des studios étrangers. Ce sera beaucoup plus simple, ou alors d'avoir des copains dans les boîtes, et là dans ce cas c'est plus simple parce que ça peut être des rapports de confiance, quoi. On aimerait aussi savoir s'il y a une raison particulière au fait qu'en France, les bandes originales de jeux vidéo soient quasi absentes des circuits de la grande distribution. Au niveau des maisons de disques, le problème c'est la place, c'est où les mettre, c'est aussi des petites ventes. Il y a eu des essais, Konami a fait certaines expériences. Il y a eu des expériences avec FIFA, nous on avait monté un clip de FIFA pour EMI avec un thème, ils essayaient. Bon, le problème c'est que pour l'instant ça reste encore un peu trop confidentiel pour le lancer vraiment. Ou alors il faudrait faire du gros single pour les enfants, alors c'est encore autre chose. Mais voilà, à moins de développer un catalogue en vendant beaucoup sur internet
et à bas prix, en travaillant avec tous les éditeurs. Je crois que ce sera toujours assez compliqué parce que ça reste quand même des ventes assez limitées. En plus, on les trouve aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites qui les proposent aux États-Unis. Donc, pour la France seule, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, peut-être ressortir des bandes françaises. Il y a des gens qui font ça hein, sur leur propre musique. Je sais que Pierre Estève, par exemple, je crois, a sorti ses CD, qui a fait Atlantis, qui a fait plusieurs grands jeux des années 90. Bon, ben là, lui sort ses propres trucs, il vend sur Internet, qui distribue lui-même. Il y a des cas un peu isolés, mais après, enfin, c'est pas un marché très très grand, la musique va très très mal, il y a très peu de ventes, donc une chose et l'autre, plus aux États-Unis, on en trouve de plus en plus. Hein. Même certains jeux français sont publiés aux États-Unis au niveau des OST, quoi. Plus au Japon aussi, hein. Pas dire le contraire, au Japon il y en a un paquet, quoi. Donc, voilà. J'espère qu'il y aura d'autres compilations un peu créatives comme on avait fait le CD Player. Que des gens vont se lancer un peu là-dedans. Il y a des gens qui font un peu de la musique, qui reprennent des musiques de jeux en France. Donc voilà, il faut encourager un peu tout ça. Il faudrait que les gens jouent sur scène. Ça, ce serait bien. Et puis, pareil, dans la musique électronique, par contre, il y a pas mal de choses qui se passent en France, ça c'est bien. Par rapport au son 8 bits, par rapport aux musiques de jeux, par rapport aussi au délire avec des Game Boy et tout ça. Ça, c'est excellent. Bon, maintenant, j'espère qu'en France, que ça va continuer d'augmenter, enfin, qu'il va y avoir de plus en plus de choses faites autour de la musique de jeux vidéo. Bon, alors là, on va répéter la scène où les bactériens attaquent. Alors, il faut que tu sois crédible, ok? Faut que tu aies l'air concentré. Tiens, fronce les sourcils, là, comme ça. Tu connais Kunia Tarkin? Non? Bah, c'est pas grave, tu fais pareil. Bon, le texte, c'est bon? Bah, allez, on y va, on perd pas de temps. Voilà, comme ça. À gauche, à gauche. Voilà, comme ça. Descends, 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 descends. Ennemi à 8 heures. Là, je crois que tu auras besoin du Ripple. Ripple. Laser. Tu entres dans un champ de météorites. Attention. Bon, pour la musique, on va prendre l'ouverture pour le début, c'est logique. Par contre, moi, je veux que ça soit la version de Irie June. Ouais, le Irie du Nazo Project. Et on fera pareil pour les autres morceaux. Prends une option, sinon t'y arriveras pas. Option. Pourquoi je prends pas la musique originale du Konami Koei Club et Ishigano Meiji? Mais t'es un foutu ou quoi? Tu vois pas qu'on tourne un blockbuster? Faut que ça sonne grandiose. Ce sera le space opéra parfait, t'entends? Laser. Attention, moi, il y a 12 heures. Tire dans le cœur du noyau. Ripple. Bah je sais plus, avec l'autre là qui joue comme un manche. Bon oui donc ce sera le film parfait. Alors pour les musiques, c'est Perfect Selection Gradus, 1 point c'est tout. Et toi là, l'acteur V2, plus d'expression quand tu tires dans le noyau. À droite. Tu viens de gagner un crédit. Option. À droite. Option. Bon allez là, ça va partir. Silence, moteur, action. Laser. Ripper.
La bonus track d'aujourd'hui va être très old school puisqu'elle concerne un jeu qui date de 1982. C'est Super Locomotive de Sega, un jeu arcade dans lequel on devait piloter une locomotive qui doublait d'autres locomotives et la musique était assez particulière et super dynamique. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'était une reprise plutôt bien pensée de Raidin, une musique de YMO, du Yellow Magic Orchestra, un groupe japonais qui à l'époque a su s'exporter dans le monde entier. Et un des membres n'est autre que Sakamoto Ryuichi, que on connaît en France notamment grâce au film Furio dont il avait composé la musique, mais aussi dans lequel il tenait le rôle face à David Bowie. Les chansons thèmes du RPG horrifique de la Wii, Fragile, sont interprétées par Teshima Aoi, une jeune chanteuse que les spectateurs ont pu découvrir sur la chaîne. Le single qui contient les 2 titres Hikari et Tsuki no Mikumori est disponible sur une grande plateforme de téléchargement. La dernière intro à rentrer dans la rotation de Game Life, c'est Street Fighter 4. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais bon, Street Fighter 4 déjà c'est quand même une licence qu'on attendait depuis longtemps. Qui fait des heureux, qui fait des pas heureux, ça c'est pas le problème. Toujours est-il que l'intro est quand même magnifique. Rappelez-vous quand on avait découvert ces images de Ken et Ryu qui se battaient en mettant des effets d'encre à la Okami, on était tous quand même sur le popotin. Et ben maintenant ça passe dans Game Life. Et ça me laisse encore plus sur le popotin.